rouge pour étudier les comètes, c'est que ça nous permet d'étudier directement les molécules qui s'échappent du noyau de la comète et non pas les fragments de molécules dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont bien jolis puisqu'ils donnent leur couleur verte aux comètes, mais quand on observe la quantité de C2, on ne sait pas si ça vient par exemple de l'acétylène C2H2 ou de l'éthane C2H6. Mais avec les techniques infrarouges, on peut observer directement ces molécules et les quantifier. Et voilà un petit peu le bilan actuel de la composition moyenne. D'ailleurs, parfois, j'ai mis dans quelle mesure cette composition varie d'une comète à l'autre, de toutes les molécules qu'on a observées dans les comètes jusqu'à présent. Alors, à l'heure actuelle, maintenant, grâce aux comètes observées l'an dernier, la plupart de ces molécules, à une exception près sur ce graphique, ont toutes été observées dans au moins 2 comètes. Et la plupart du temps, d'ailleurs, on trouve des compositions un petit peu différentes. Alors, je vais vous donner des exemples. Le monoxyde de carbone, dans certaines comètes, il n'a que 0,1% par rapport à l'eau, et dans d'autres, il y en a 20%. Ça va pas mal changer le comportement de la comète, et puis aussi, éventuellement, impliquer des choses sur son origine. Alors, sur ce graphique, justement, pour arriver à représenter un peu ça, j'ai représenté la quantité de chaque molécule sous forme de cube, parce qu'il faut bien voir que l'eau, c'est quand même 70 à 90% des glaces d'eau. Après ça, il y en a dioxyde de carbone et monoxyde de carbone qui peuvent dépasser 10%. Mais ensuite, on est très souvent à des molécules qui sont présentes uniquement sous forme de traces. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas tant que ça, bien souvent moins d'1%. Alors, ces molécules, je ne vais pas vous faire un cours de chimie, mais pour vous dire que c'est des molécules finalement qu'on trouve parfois un petit peu dans la vie courante. Hein. Ce n'est pas toujours les plus plaisantes, comme vous pouvez remarquer. Hein. Le dioxyde de carbone, bon, il y en a dans la salle, ça ne pose pas trop de problème tant qu'il n'y en a pas trop. Par contre, le monoxyde de carbone, je vous déconseille d'en avoir. Comme vous savez, un chauffage mal réglé, ça peut devenir mortel. Et puis pour beaucoup d'autres, alors évidemment, je vous ai mis aussi pour ceux qui fument. Vous voyez, on vous met sur les paquets de cigarettes la composition des comètes. Comme vous pouvez vous douter, bon, bah, c'est pas forcément très bon, mais bon, il ne faut pas abuser des bonnes choses, quoi. Il y a un petit peu, ça va, quoi. Et bon, à titre anecdotique, la molécule la plus complexe qu'on ait découvert jusqu'à présent dans les comètes, c'est l'antigel, appelé éthylène glycol. Alors c'est amusant de trouver l'antigel dans un objet qui est composé de glace, mais bon, je vous donne un scoop, enfin bon, scoop si on veut, quoi. C'est que l'antigel avait été découvert dans la comète Hale-Bopp en 1997, et elle n'avait jamais été observée depuis, mais l'an dernier, on a eu droit à plusieurs belles comètes. Et avec le radiotélescope que je vous présentais juste avant, on a découvert à nouveau l'antigel dans 2 des comètes observées l'an dernier, qui sont la comète Lemon et la comète Lovejoy. Et malgré tout, il y en a quand même une certaine quantité, à 0,3% par rapport à l'eau, ce qui n'est pas négligeable. Alors, pour en savoir un petit peu plus, la grande question, c'est de savoir si l'eau des océans terrestres vient des comètes. Alors là, je vais vous faire un petit cours de physique, j'espère que ça ne sera pas trop compliqué, mais on va aller un peu plus en détail dans l'étude de ces molécules, et en particulier en ce qui concerne l'eau, on va s'étudier à ce qu'on appelle le rapport de l'eau lourde sur l'eau simple, ou l'eau semi-lourde. Alors qu'est-ce que c'est que l'eau lourde et l'eau normale? C'est dans un cas, une eau dans laquelle le noyau d'hydrogène, ou un des noyaux d'hydrogène est composé d'un proton et d'un neutron, qu'on appelle deutérium, et puis l'autre est composé d'un proton simplement, donc ça c'est l'hydrogène classique. Alors, dans le système solaire, à partir de ce à quoi il a été formé, vous savez que l'élément le plus abondant dans l'univers, carrément, c'est l'hydrogène, donc dans le système solaire c'est sous forme H2. Ce rapport donc, deutérium sur hydrogène qu'on trouve dans l'hydrogène moléculaire, notamment dans Jupiter qui est un des gros réservoirs après le Soleil, il y en a en gros un atome de deutérium pour 50 000 d'hydrogène. Alors il se trouve que dans l'eau, qui n'est pas l'élément le plus abondant dans le système solaire, et c'est pareil d'ailleurs souvent dans le milieu interstellaire, en fait ce rapport est bien plus important. Donc dans l'eau des océans terrestres, ce rapport donc, est mesuré dans H2O par rapport à H2O, il est de 1 pour 6000. Il faut savoir que à partir du moment où on a fabriqué une molécule d'eau, ce rapport il ne va pas changer. Donc ce rapport sur Terre il est quasiment le même depuis le moment où les océans terrestres existent. Et dans une comète qui a fortiori a été conservée dans des températures extrêmement froides loin du Soleil, il n'a pas pu évoluer depuis que les comètes se sont formées. Alors jusqu'à présent, il y avait un certain nombre de comètes, comme la comète de Halley ou Hale-Bopp et tout ça, dans lesquelles on avait mesuré ce rapport et on avait trouvé 1 pour 3000. À savoir que l'eau à ce moment-là de ces comètes n'est pas la même que l'eau sur Terre.
Donc ça a donné lieu à beaucoup de modèles, dont je vous parlais tout à l'heure, éventuellement à des modèles pour expliquer le bombardement tardif. On disait donc l'eau des océans terrestres ne peut pas venir en grande partie des comètes, puisqu'elle est différente. Mais grâce à un télescope comme Herschel, on a pu faire des mesures plus précises. Donc l'avantage du télescope Herschel, c'est un télescope qui observait en ondes radio, mais dans l'espace. Donc il s'affranchissait de la vapeur d'eau atmosphérique pour pouvoir l'observer directement dans les comètes. Et observer la vapeur d'eau et aussi l'eau lourde, HDO. On a pu mesurer ça dans une autre comète, par exemple, la comète Garrad, où on a trouvé 1 pour 4800. Donc on se rapproche de ce qu'il y a dans les océans terrestres. Alors, la comète Garrad, comme la comète de Halley, Hale-Bopp, Hyakutake et les autres que je cite ici, sont toutes des comètes avec forte inclinaison, des comètes qui viendraient du nuage de Oort. Et pour la première fois, on a pu mesurer, grâce à la sensibilité de ce télescope spatial, Herschel, ce rapport dans une comète qui vient de la famille de Jupiter. Donc c'est des comètes qui en fait sont intrinsèquement moins actives en général, donc c'est moins facile à mesurer, mais là on avait la sensibilité qu'il fallait. Et cette comète, c'était la comète Hartley 2. En plus, c'est celle qui a été survolée par une mission spatiale, donc ça tombait bien, donc on en connaît plus sur elle. Et là, on a trouvé exactement le rapport terrestre. Ce qui veut dire que probablement, il n'est plus exclu que l'eau des océans terrestres a été apportée par des comètes, mais pas forcément par n'importe quel type de comète. Mais ça remet en cause déjà beaucoup de choses sur les modèles d'évolution du système solaire, parce que certains s'étaient basés sur le fait que l'eau des océans terrestres n'ait pas pu venir des comètes, donc il fallait qu'elle vienne d'ailleurs. Et bien elles peuvent venir en fait d'un certain type de comètes, donc il faut choisir les bonnes comètes. Alors au passage, en fait, on a aussi mesuré ça dans une autre comète. Alors c'est pas tout à fait une détection, c'est très marginal, mais ça semblerait confirmer que une autre comète de la famille de Jupiter, donc issue de la ceinture de Kuiper, aurait également ce rapport 1 pour 6000. Et à l'opposé, je vous parlais de la comète Lehmann. Ça, c'est une observation que je n'ai pas encore publiée, que j'ai observée donc, au mois d'avril l'an dernier. Et elle, par contre, on est plutôt même à 1 pour 1500. Donc ça veut dire qu'il y a probablement une diversité de comètes qui sont probablement formées à des endroits différents dans la nébuleuse planétaire, puisque en fait, on pense que ce rapport deutérium sur l'hydrogène dépendait de la distance au Soleil dans la nébuleuse. Et donc certaines sont plus ou moins riches en deutérium. Donc certaines auraient pu contribuer à l'apparition des océans sur Terre et pas d'autres. Alors, ça c'était un élément en faveur de la contribution des comètes à l'apparition éventuelle apparition de la vie sur Terre, mais au moins à l'apport de molécules comme l'eau et d'autres molécules organiques. Mais on a aussi des observations qui vont un peu dans l'autre sens. Comme on étudie le rapport hydrogène